Tout comme vous, lecteur, je rêve de mes œuvres complètes. Mais moi, au contraire de vous, je n'écris pas. Jamais je n'ai écrit. Jamais. Sauf une malheureuse fois. Un message à mon père, un SOS. Je suis sorti à la recherche d'une boîte. Pas une seule boîte. Alors je l'ai lancé par la fenêtre d'une chambre et je suis revenu finir mon verre. J'en ai pris un autre. Alors les œuvres complètes, dans ces conditions, c'est le summum du ridicule. Et justement, le bout de ce mot, cul, ce bout de ridicule, m'a inspiré un nouveau nom d'œuvre complète, réservé aux gens comme moi, qui de leur vie n'ont jamais rien écrit, sauf un SOS lancé à leur père au pied d'un lit à Biarritz, rue de l'Atalaï, et rêvent cependant de l'édition de leurs œuvres complètes exposées au Living. Le comble du ridicule. Mais le cul de jatte ne rêve-t-il pas qu'il triomphe au 100 mètres olympique? Et le plus drôle, selon l'INSEE, n'est-il pas que 76% des culs de jatte rêvant ce rêve de médaille d'or de course à pied se voient cul de jatte au haut du podium, selon l'INSEE? Et moi qui suis si loin d'être cul de jatte, je veux dire moi qui jamais n'ai rien écrit, jamais, sauf ce message angoissé jeté dans l'ombre d'une chambre à l'heure de la sieste, fin août 70, à 2 ou 3 grains de chapelet de la mer. Je rêve, moi, d'œuvres complètes, de mes propres œuvres complètes, qui ne modifieraient aucunement ma nature stérile, certes, rassurez-vous, mais France 3 viendrait nous filmer. Une émission prestigieuse. Génie d'ici. Sud-Ouest profond. La fine fleur. Nathalie Pinard, la téléstar de France 3 Région Nathalie Pinard. Nathalie Pinard soulignerait ce fait que l'homme aux œuvres complètes, gros plan de l'homme aux œuvres complètes, n'écrivit jamais la moindre ligne de sa vie. Gros plan des œuvres complètes, hormis la lettre de Biarritz, gros plan des œuvres complètes. Et Nathalie Pinard aurait l'idée jolie d'une fructification de la lettre au père dont l'ombre moite où reposerait un jeune couple après l'amour. Plan américain de l'homme aux œuvres complètes avec Nathalie Pinard, gros plan des œuvres complètes. Le bout de ridicule m'a inspiré un nouveau nom. Lorsqu'on pense con, on pense cul, n'est-ce pas? Souvent on pense cul, et n'en va-t-il de même pour complète? Pensons complète. Ne pense-t-on plus flette? Mais la logique et la méthode se rebiffent, et je sens que quelque chose cloche. Oh, ce n'est pas le cul global qui cloche, oh non, pas le cul global, alors qu'il dit cloche, il dit cloche le Pâques, et qui dit cloche le Pâques, sous-entend elle de cloche le Pâques, et voilà ce qui cloche, l'aile de cul, voilà ce qui cloche, c'est l'aile de cul qui cloche, voilà, parce que le comble complète ne s'écrit pas con, mais comme s'écrit comme et non con, comme prend M et pas N, voilà, et puisque dans l'alphabet N suit M, il faut échanger l'aile de culplette contre un K. Puisque dans l'alphabet L suit K, il faut échanger L contre K. Et mes œuvres complètes, devenues fautivement culplettes, œuvres culplettes, en un premier temps, mes œuvres complètes ont enfin trouvé leur véritable nom définitif d'œuvres culplettes. Voilà, gros plan des œuvres culplettes, gros plan de l'homme aux œuvres culplettes, gros plan de l'homme aux œuvres culplettes avec ses œuvres culplettes. Il s'appelait de son vrai nom Mathurin Dourte. On était à l'école ensemble. Déjà, il y faisait du trafic d'armes. Il avait toujours un pistolet à eau, un tomahawk, à t'échanger pour des cigarettes. Sa mère coiffait les paysannes dans les maisons perdues. On ne savait rien de son père. Dès le certificat, Mathurin a quitté l'école. Moi, je suis parti au lycée, mais je le revoyais aux vacances, chez Joujou. Il y passait sa vie, à boire des bocs. Un homme le rejoignait. Il parlait à voix basse. Mathurin sortait le calepin.
aligner des chiffres, trafic d'armes. De temps en temps, il prenait la 2 chevaux camionnette de sa mère et filait vers l'Espagne. Il revenait de nuit, chargé de fusils de chasse et de contrebande. Lui-même ne chassait pas. Je n'aime pas les bêtes, disait-il. Il n'aimait guère les hommes non plus, mais n'en disait rien. Je partageais ses vues côté être, et lorsque je m'asseyais à sa table, il semblait content. Nous gardions le silence, nous buvions, nous ranimions les souvenirs, le son de choses en forêt, mort de monsieur, écrasé sans le vouloir au garage d'Arès, récitation. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Le savetier et le financier. À la tombée du jour, Mathurin murmurait sa préférée, le buffet de Rimbaud. C'est un large buffet sculpté, le chêne sombre. Putain, quelle âme timée! Que ne crées-tu, bordel? D'abord Pampan, les armes, et puis poète-poète, les vers. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Air si bon, mon cul! Il n'a pas connu mes Berthe, Arthur. Tiens, j'ai un nom de plume pour toi. Arthurin Bock. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre. C'était le signal. Joujou nous resservait. Ce matin, j'ai oublié les morts d'hier. D'habitude, j'accroche au mur la pancarte où s'inscrit Silence religieux en grosses lettres. Et je l'observe 5-6 minutes. Cela fait 1 millième de seconde de recueillement par mort. Et je lance le refrain de Fréhel. Et rataplan, les me rappellent les vivants. Mais aujourd'hui, je prends le train pour la visite annuelle au caveau de famille de Bayonne. Et dans l'affolement du départ, les 400 000 morts de la veille me sortent de l'idée. Et je dénombre, en attendant l'heure, les repas que j'ai pris au buffet de la gare, juste en face, entre 30 et 35. Et soudain, tous ces repas de la vie se transforment en boy scouts. Quittant le buffet, ils enfilent le tunnel et s'attroupent non loin de moi. 30, 40, 60, ils continuent d'affluer. Je n'y comprends rien. Certes, 10 ou 12 repas ont pu m'échapper, je vous l'accorde, mais ils sont une bonne centaine à présent, à piétiner, à brandir leurs couteaux. J'ai peur, moi, je tremble. Que monsieur le voyageur aux métamorphoses se rassure. Outre ces 31 repas complets, tous ces sandwichs et ces pains beurre sont devenus en effet eux aussi de petits gendarmes à pied. Le train express à destination d'Irun entre en gare, quai 2, voie 2. Ouf, j'ai eu chaud, mais petits gendarmes à pied. Non, alors c'est ça l'humour SNCF. Et le train s'ébranle. Je monte à la volée. Mes scouts piétinent sur place. Je cours aux toilettes me recueillir. Une amitié aussi intime, c'était rarissime, au lycée de Mont-de-Marsan, pur reflet d'Oreste et Pilade, ou dans Cotil et d'Arrigade, à Mont-de-Marsan. Demandez donc à Gracianette, le grand exégète, la fleur de Mont-de-Marsan, qui vous dira en toute franchise, oh les tels cul, jupé la chemise, à Mont-de-Marsan. Interrogez donc la mi-douze, le midou la 12, miroir de Mont-de-Marsan. Souvent fois leurs deux images se sont unies en nos sages à Mont-de-Marsan. Dis-moi pourquoi, frère d'élite, en toi se délite le tuf de Mont-de-Marsan. Pourquoi tu renies l'accointance qui mêle à nos adolescences à Mont-de-Marsan?
Cher lecteur, il m'est arrivé l'autre jour une chose extraordinaire. Je ne peux m'empêcher de vous la raconter. J'étais sur ma tombe au cimetière d'Aunès, et comme je n'arrivais pas à me recueillir, je me suis mis à marcher. De temps en temps, je redressais une fleur au passage. Je me signais. Il n'y avait personne d'autre que moi, hormis trois, non, quatre femmes, ressemblant à s'y méprendre à Angèle Laragnès, Antoinette Dufranc, Jeanne Sourza et Thérèse Filleul. Quatre mortes, mais visiblement, elles ne m'avaient pas remarqué. Elles jardinaient côte à côte en silence. Je suis passé près d'elles, aucune réaction. Pour un peu, j'aurais cru que je n'étais pas là, en train de marcher, mais que je rêvais, et que seules Antoinette, Angèle, Thérèse Filleul et Jeanne Sourza étaient réelles. À quelques tombes du caveau Bruscan, sur la dalle funéraire d'un homme dont j'oublie le nom, il y avait une feuille de papier coincée sous un vase. Après un coup d'œil aux alentours, je ramassai la feuille où s'inscrivait l'épitaphe « Il s'est peu souvenu des noms d'arbitres ». Alors là, je n'en revenais pas. Il s'est peu souvenu des noms d'arbitres. Mettez-vous à ma place, qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis resté debout, ma feuille à la main, perdu en de vaines spéculations qui m'éloignaient de l'épitaphe, si bien que la feuille m'échappa. J'avais desserré les mains machinalement. Une saute de vent l'a emporté. Les pauvres fleurs de l'homme dont j'oublie le nom rendaient l'âme. Je me suis penché pour recueillir leur dernière volonté. Qu'est-ce que je raconte? Leur reste. À mi-mouvement, repris soudain par le souvenir de mon père au seuil de chez moi, je me suis figé. Je lui avais dit « Rentre donc !» sans grande conviction. J'insistais, il rentrait, mais je n'ai plus rien dit. Hé hé, ricanai-je, plié à 45 degrés. Tu es dans l'état rêvé pour pleurer sur toi-même. Vas-y, c'est juste à côté. Profites-en pour pleurer ton papa. Allez, vas-y, Kono. Et j'y fus. Le vent était tombé, le ciel était noir. La première chose que je vis, ça a été « Il s'est peu souvenu ». Mon épitaphe bougeait encore. Je l'ai ramassée pour que la pluie ne la lave pas. Et c'est alors, mon cher lecteur, que j'ai réalisé. Il s'est peu, etc., était écrit de ma propre main. Aucun doute. Frère Francis n'écrit pas le B, B, mais B. Et le T, il ne l'écrit pas T, mais T. C'est donc moi. Putain, c'est toi. Et je regarde les femmes. Elles jardinent en silence comme si rien n'était-je. Alors je suis parti, déchirant l'épitaphe. Les morceaux s'éparpillaient autour de moi. Au portage, je me suis dit qu'elles avaient raison, les Angèles, les Thérèse, etc. Je n'existais pas, et je frappe la pierre du pied. Aïe, aïe, aïe! T'en fais pas, fiston, t'existes, et joliment. Attends l'agonie, tu verras si t'existes pas. Elle viendra, elle aura tes yeux, ta gorge, ta peau, ton foie. Je crois reconnaître la voix de mon père. Je veux faire demi-tour pour rejoindre notre tombe, mais je fais un tour complet, et je rentre à pied à la maison. Ce qui montre bien l'insenséité de tout ça, non? Parce que je n'ai plus de maison à Aunès depuis 30 ans. Sauf le caveau, bien sûr, mais au lieu de le rejoindre, je m'en éloigne. Alors, qu'en pensez-vous? Dites. Sinon, ici, tout va bien, la routine, à part deux, trois choses bizarres, inquiétantes, dont je vous parlerai de vive voix. L'œil droit, par exemple, du côté du stand carotidien, le repiquage au truc, et ce qui s'ensuit. À vous lire, Michel. Voilà l'histoire, j'étais chez vous. Le comte de Monte Cristo. J'ai compté les Monte Cristo du comte de Monte Cristo et je suis arrivé à 1220 Monte Cristo. Le Monte Cristo du titre d'abord, le comte de Monte Cristo, ça fait un Monte Cristo. Les 10 Monte Cristo du premier tome, 10 Monte Cristo et un Monte Cristo, 11 Monte Cristo. Les 70 Monte Cristo du tome 2, 70 et 11, 81 Monte Cristo. Le tome 3e, 393 Monte Cristo. 393 plus 81,
474 Monte Cristo. Le tome 4, 265 Monte Cristo. 265 Monte Cristo et 474, 739 Monte Cristo. Le tome 5, 286 Monte Cristo. 286 plus 739 égale 1025 Monte Cristo. Et le sixième tome, enfin, 195 Monte Cristo. 1025 Monte Cristo et 195 Monte Cristo font 1220 Monte Cristo. Ainsi s'achève le conte de Monte Cristo. Un Monte Cristo de plus et ça ferait 1221 Monte Cristo. On pourrait lire dans les deux sens, et justement je l'ai ce Monte Cristo de plus. Je l'ai découpé dans l'édition Nelson, mais je ne sais s'il peut entrer en ligne de compte. Sport. En finale des championnats du monde des Fables de La Fontaine, la mort et le mourant a battu la mort et le malheureux 16-7. La mort et le malheureux attaquent le match fortissimo, surprend la mort et le mourant et mène même 7-3. Le coup est bien joué. La mort et le malheureux se bercent d'illusions, mais le rêve casse. La mort et le mourant remettent très vite les pendules à l'heure, et asphyxiant littéralement la mort et le malheureux, fait désormais cavalier seul. Score. La mort et le malheureux. La mort, ô mort, la mort, ô mort, ô mort, ô mort. 7 points. La mort et le mourant. La mort, le mourant, la mort, un mourant, la mort, qu'on meurt, la mort, mortel, mort, mourant, la mort, mourir, des morts, aux morts, meurt. 16 points. Carton jaune de la fortune cruelle, la mort et le malheureux, au fatal tribut, à la déesse cruelle et aux ailes indiscrets, la mort et le mourant. Vraiment, la mort et le malheureux est une bonne fable, nous a confié à chaud la mort et le mourant. La mort et le bûcheron en sait d'ailleurs quelque chose. Certes, la mort et le malheureux manquent de souffle. Son appréhension du jeu reste assez chancelante. Ses assauts tournent court. Mais cela dit, que la mort et le malheureux ne baissent pas le bras. Sa déconfiture n'a rien d'humiliant. N'est pas la mort et le mourant qui veut. En demi-finale, rappelons-le, la mort et le malheureux avaient disposé de la mort et le bûcheron 6-3, tandis que la mort et le mourant écrasaient les deux chiens et l'âne mort 16-2. La mort et le mourant dut s'employer davantage en quart de finale contre le curé et le mort 16-9. Tandis que le moine de Bénarès déchiffre les convulsions épileptiques de la vache sacrée tombée folle, je considère la couche de poussière dans la chambre. Mais avant le chiffon, le plumeau et l'aspirateur, je me dois d'instruire les hommes. Tâche plus grave que la mission de Christ, parce que lui, au fond, il s'en fiche, il n'y croit pas. Il prêche pour gagner son pari. Pascal le démontre irréfutablement. Mais moi j'y crois, très cher frère, moi je sais. Les scientistes nous servent leur Big Bang à toutes les sauces, mais s'il arrive à Pic-Pong de lâcher 2 ou 3 malheureuses pétarades, ça ne joue absolument aucun rôle dans la genèse du monde. Pas la peine d'en faire un plat, messieurs de la science. Et ils le sentent, ils le savent, les bougres, mais la peur les submerge. Pic-Pong, le cochon pig en anglais suprême, Pic-Pong les terrorise. Alors Big Bang, Big Bang, Big Bang, ils redoublent d'acharnement. Ils se cachent la lumière. Ils occultent Pic-Pong les pétochards de la recherche fondamentale. Et ils boivent les paroles de derrière de leur Bokassa chéri d'eux, le roi de Big Bangi. Il vit seul, Pic-Pong. Tout petit, il a mangé le monde. Et il est devenu grand et gros comme le monde. Divin mystère de la mendication. Mais le monde lui charge l'estomac,
et il passe sa vie au cabinet d'aisance. Il l'appelle Dzim Zoum, le retrait Ping-Pong, parce que c'est un marrant, n'en déplaise aux longues figures du savoir d'État, les Schwarzenberg, les Bernard Kouchner, les Gilles de Gênes. C'est un marrant Ping-Pong, et il s'efforce au Dzim Zoum de faire le monde. Mais il a beau pousser, rien ne sort. Il prendrait bien un laxatif, mais où? Où le prendre? Il a déjà ingéré le monde entier, Ping-Pong. Où donc trouverait-il de la rhubarbe? Un comprimé d'antimatière? Absurde, messieurs, ridicule. Réfléchissez, voyons, antimatière, c'est grotesque. Le pouvoir et la gloire vous ont rendu odieusement lourd. Au Zim-Zoum, Ping-Pong pousse. Il pousse et il pousse. 100 milliards d'essais forcenés. Ping-Pong se désespère, il abdique. Mais non, non, dans un haon final, dans un élancement, pang en anglais, d'enfer, Ping-Pong opère. Le monde est fait. Rien n'y manque, ni la lune, ni la boxe, ni l'Afrique. Tout y est. Le mont Gerbier de Jonc, où dans le Vivarais naît la Loire. Sur le bureau, la photo de papa tennisman avec Guettari en 1935, entouré de mes vieux Saint-Cyriens de plomb. La mayonnaise et la veste verte légère de ma femme, abandonnée au dossier de la chaise, et l'épicerie de Mireille Carré, la dame un peu forte de la rue La Chassaigne. J'y achète les olives noires, eu égard au moelleux de leur chair. J'ai du mal à mâcher. Et tout y est, tout. La morve, le moindre club de water-polo féminin, le fouet des panoplies de Zorro et l'idée de débaptiser la rivière Midouze à Mont-de-Marsan et de la rebaptiser Pidouze en y jetant du haut du pont du commerce un bébé catholique intensément vivant, ondoyé de la veille. Le poivre et les stores en bambou. Ping-Pong a fait les choses à merveille, bravo, rien ne manque. Ah mais non, ah mais si, j'oubliais le ciel, le jambon d'ours, Bénarès, la poussière, et là-bas loin, aux portes de Ruffec, triste comme le nycticorax solitaire, ce pauvre mesuron. La poussière, mon Dieu, la poussière. La poussière est belle maman qui s'invite. Elle va promener le doigt dans la poussière, et scruter les moutons de poussière, et me foudroyer d'éclairs. Simon appuiera sa mère et me haïra davantage. Vite, il faut faire la poussière à fond, sinon l'humiliation, la honte, la vanille suprême, ramper dans la poussière à leurs pieds. Et ma fille goguenarde, je n'y survivrai pas. Entre le lever du fou et celui du soleil s'insinue l'or du temps, le psychodrome où Nerval s'entraîne au chapitre 6 de la seconde partie d'Aurélia, entouré de spectres du Tartare, le stade où mes folingues ont rendez-vous. Nanti de mon minutier gère et vait parmi eux, anonymes, inanonymes portant leur nom comme une croix. Ils se jettent par terre et se renfoncent en enfance. Ils rejaillissent, ils foutent et ils font. Et pourquoi le foufou serait-il noble et le caca vil, hein, pieux testicule, petite tête de nœud? Unique azur ressuscite les heures claires de la nuit. Le président Schreiber matche Dieu. Son crâne gong résonne sans cesse. L'aurore frange d'or l'horizon funèbre, et des noms morts s'extraient de l'ombraille poisseuse et rejoignent illico le braque-bar voisin où je rapplique in extremis 2 psychiatres dans les jambes. Le soleil allume le jardin de l'hôpital où se joue la scène répugnante. Cacade et chute d'os, gargouillade et cliquetis. Des bulles de gaz flottent d'une charogne à l'autre et crèvent. Fin de partie de ras-le-bol. 0-0 après prolongation. On a eu chaud, mais dites-moi, docteur, la carcasse était le point le reliquat de la coprosclérose de l'âme. Face au mur,
s'entache des soquettes au chapeau, il compte. Il peut compter jusqu'à 100, 300, jusqu'à demain, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que sa langue sèche et tombe. Il est toujours hors jeu, hors concours, sur la touche. Il compte. Il n'est pas le gendarme, le voleur, pas le loup, pas l'agneau. Il ne veut pas. Taillot, 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 veut pas qu'on le cherche, qu'on le trouve, qu'on le touche et l'attrape. Il ne veut ni perdre ni gagner, ni l'as ni la lanterne rouge. Il compte jusqu'à ce que les joueurs s'endorment dans leur cachette, jusqu'à ce qu'ils étouffent à petit feu, qu'ils schlinguent, sales et pourris, avant l'heure sous la fougère ou les fagots. Il compte, il ne voit que le mur tout neuf, très blanc, bien peint, et moins le mur que déjà la lézarde dans le mur, vivante, infime, bientôt béante, résignée avec un pâle sourire de sein estropié, il attend la colère des vauriens alentour, la bordée d'insultes et l'impact mat de leurs projectiles, silex, crachats, patates, crottes de chèvre. Au premier temps, il ne compte plus. C'est au premier son, pas au premier temps. Lapsus. Voilà les Saint-Cyriens de plomb de mon père. La garde va y jouer au tennis à Guétari. C'est le grand-père, un grand-père officiel marine. Qui était croix de feu. Attention à lui, il est méchant. C'est un méchant. Oui, il a bien picolé, mais c'était l'alcoolisme mondain. Voilà, dans les bars chics, quoi. Voilà la grande dame dont nous parlions. Mais alors les cassettes, j'ai des cassettes et en plus j'ai plus rien pour passer les cassettes. Donc, alors ma discothèque, on prend Luis Mariano et Fréhel. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste. Luis Mariano parce que c'était ma jeunesse à Biarritz, quoi. Il y a certaines chansons que j'aimais beaucoup. Bon, je ne le dis pas trop parce qu'il a fallu qu'on le regarde, mais je sais pas, j'aimais bien certaines chansons. Ah oui, oui. Et moi, je n'aimais pas tellement les opéras, les chansons basques. C'est une carte que m'a envoyée François Hugo, Brassens, de Svet d'ailleurs, parce qu'il partage mon goût de Brassens. Voilà. Je sais plus le chant.